Je me trouve au sein de l'atelier Canopée de Marseille en compagnie de deux artistes, Géraldine Echner, bonjour, Florence Koenig, bonjour, qui ont réalisé le volume 44 de la collection d'albums pour la jeunesse Pont des Arts. Cet album est intitulé Anna et Johanna et il est centré autour de deux œuvres du répertoire, La laitière et la dentelière de Johannes Vermeer. Anna et Johanna est l'histoire d'un secret et de sa découverte. L'album, centré autour de ces deux héroïnes, éloignées par leur catégorie sociale, mais proches malgré elles, questionne l'identité, les origines, ce que l'on devient, ce que l'on est. Il parle d'amitié, de fraternité, de reconnaissance et de cadeaux, parfois pas comme les autres. Un dossier pédagogique gratuit et en ligne est proposé par Canopée Éditions pour accompagner le travail des enseignants autour de l'éducation artistique et du français. Pour moi, les Flandres et le pays de Vermeer font partie de mon enfance puisque je suis originaire du Nord. J'habitais juste à la frontière belge. J'ai passé beaucoup de journées à Bruges, par exemple, dans mon enfance, à aller visiter cette ville superbe. Les canaux, les pignons de briques rouges font partie vraiment de mon décor quotidien d'enfance. Donc pour moi, c'est vraiment... J'étais chez moi dans les tableaux de Vermeer, dans ces ruelles, dans ces intérieurs flamands, un peu sombres, etc. C'est pour moi une histoire qui fait partie de moi, quelque part. Un retour aux origines. Un retour aux origines, je suis absolument dans les paysages de mon enfance. Oui. Les paysages intimes de votre enfance. Oui, ce côté un peu nostalgique, ces canaux. J'avais une petite rivière juste près du mur de mon jardin où je regardais passer les péniches. Donc voilà, c'est tout à fait ces ambiances. Vermeer m'a intéressée parce que c'est un peintre qui m'intéressait, voilà, et surtout ce qu'on ont dit les impressionnistes ou plus les gens du début 20e ou 19e. Hein. C'est pas tellement moi. C'est vrai que Vermeer, j'ai un souvenir ébloui d'une visite en Hollande vers 12 ans. Voilà. Mais j'avais pas plus d'affinité avec Vermeer, sinon un amour de la peinture, bien sûr. J'ai fait plus que me documenter pour ce livre. Moi, j'ai une bonne ou mauvaise habitude, je ne sais pas, mais il faut toujours que je sois sur les lieux des choses. Pour tous les livres Pont des Arts, je me déplace énormément. Mais pour ce livre, j'ai commencé par aller... Il y a eu 2 voyages, Calais, la dentelle, d'un côté pour la dentelière, et ensuite Delft. Je suis partie d'abord à Amsterdam voir la laitière, qui m'a complètement éblouie. Alors vraiment, j'aurais pu rester des heures à la regarder. Et puis de là, je suis partie à Delft et j'ai passé quelques jours à Delft. J'avais une petite chambre qui donnait sur les canaux et puis j'ai refait tout le parcours de Vermeer à Delft. Et donc là, les choses se sont mises en place. Il y avait déjà plein d'idées au départ, mais ça a vraiment permis de cadrer l'endroit d'où part le bateau, etc. Se retrouver à ce point de Delft où on a cette vue du tableau. Le point de départ. De Vermeer, voilà, la maison, l'auberge de son père, etc., le carillon sur la place, enfin, tous ces motifs de la Hollande de l'époque. Le fait de prendre 2 tableaux était en principe déjà de trop pour la collection. Théoriquement, on démarrait d'un seul tableau. Mon premier choix était la dentelière, mais la ressemblance entre les deux m'a frappée personnellement. Mais je crois que ce n'est pas du tout généralisé. Les gens à qui j'ai montré les deux en me disant « Regarde, c'est incroyable ce qu'elles se ressemblent », tout le monde me disait « Ah bon, tu trouves ?» Et pour moi, c'était évident, il y avait un lien familial entre ces 2 filles. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas trop à quoi remonte la double identité quelque part. Mais il y avait les couleurs, justement, ce jaune, ce bleu des 2 tableaux. Et voilà, ça s'est mis en place donc autour de cette dualité, et cette opposition entre les deux, et en même temps ce lien
Ensuite, c'est un peu tout l'univers de Vermeer qui s'est rejoint dans ces deux côtés. Les éléments biographiques, oui, la réalité de Vermeer, de Delft au temps de Vermeer, l'explosion de la poudrière, tout ça je l'ai découvert à Delft en fait. Ces informations sur la poudrière de Delft, ça a été pour moi un déclic, parce que j'avais ces deux filles, dont je me disais qu'elles devaient avoir été séparées par la vie, mais je ne savais pas comment, pourquoi elles allaient être séparées. Et quand j'ai vu que ça s'était passé pendant la vie de Vermeer, je me suis dit, voilà, il y a tout ce qu'il faut, c'était exactement l'élément qu'il fallait. Est venu se greffer aussi à Delft la découverte de Karel Fabricius, un autre peintre dont on sait peu de choses, qui a vécu à Delft du temps de Vermeer, dont on pense que Vermeer a pu être l'élève éventuellement, et qui a peint un magnifique tableau du Chardonneret. Chardonneret que Qui l'on voit. m'a, encore une fois, deuxième éblouissement, ou le troisième après la petite dentelière. J'ai absolument voulu tout de suite mettre cet oiseau dans l'histoire. Donc c'est vrai qu'on a plein d'éléments de Delft au temps de Vermeer qui se sont comme ça greffés dans l'histoire et qui ont complété la trame au fur et à mesure. Au début, quand Géraldine commence avec la dentelière et la laitière, moi, ce ne sont pas mes tableaux préférés de Vermeer. Je suis désolée. Ça m'a permis de... Dès que je suis rentrée dans son récit, je me suis dit, c'est vraiment extraordinaire. Là, je tiens quelque chose au niveau de la couleur, parce que les autres tableaux, en particulier le Chardonneret, mais aussi l'explosion, m'amenaient vers une autre gamme de couleurs. Et ça m'a permis d'essayer de trouver justement ce mélange entre les deux gammes de couleurs. Qui n'est pas évident, mais je me suis dit, elle est forte quand même d'avoir trouvé ce décalage d'un seul coup, de trouver comment ces deux filles sont sœurs. Dans l'histoire de Géraldine, normalement, elles ont une douzaine d'années. Hein. Bon, oui. Je pense que... Confère le souvenir. Bon, voilà. Et ce qui n'est pas tout à fait le cas. Bon, on peut se dire qu'à l'époque, on était plus marqué par la vie, certainement, surtout la laitière qui a une vie très rude. On peut se dire qu'effectivement, ses mains, son corps, son visage sont plus marqués par le travail quotidien que la dentelière. Ça m'a amené ce fil du récit, que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant, le fil du récit qui commence par l'intérieur au petit jour et qui finalement se teinte des lumières d'un jour d'automne et finit sur la plage. J'ai trouvé que ce fil du récit était, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette histoire. Le Chardonneret, ça a été une véritable rencontre et il est, il me fascine toujours autant. Je suis allée le voir l'an dernier à Bologne. Il y avait une exposition pendant les travaux de restauration du Mauritius House de Rotterdam. Les tableaux principaux ont été exposés à Bologne. Et après le Salon du Livre de Bologne, je suis restée quelques jours pour aller voir ces tableaux. Tout le monde était agglutiné devant la jeune fille à la perle qui était là aussi. Et moi, j'étais devant mon Chardonneret. Et j'ai pu vraiment le regarder. En plus, il a plusieurs perspectives. Je l'ai découvert autrement. Selon la façon dont on le regarde, on voit le bec d'un côté ou le bec de l'autre. Et sur le coup, j'étais très perturbée parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas lui. Et c'était bien, c'est comme s'il y avait cette dualité aussi, ce double regard sur les deux filles qui se retrouvaient, c'était intéressant. Et je trouve qu'il exprime tellement de choses, ce petit Chardonneret, il a ce côté frêle et ce petit fil très très fin qu'il attache à son petit perchoir. Et il a quelque chose de très touchant. Et j'ai donc recherché les origines du peintre, et c'est là que tout se rejoint, parce que j'avais déjà trouvé l'explosion comme raison de faire que les deux filles soient séparées.
Et puis je trouve, en faisant mes recherches, que Fabricius, le peintre qui a peint le Chardonneret, a été tué dans l'explosion de la poudrière. Pas de hasard. Voilà, et donc restait à savoir comment placer le Chardonneret, que pouvait faire le Chardonneret dans l'histoire. Et donc j'ai imaginé que c'est cette maison du peintre qui est détruite, et c'est là qu'on trouve les enfants. Donc on avait le point de départ d'un seul coup. Et l'oiseau a pris son importance, puisque c'est lui qui appelle, c'est lui qui sauve les enfants finalement. Il y a une alternance entre les deux, on démarre de l'intérieur pour sortir, et pour moi la dentelière, les fils de la dentelière la font déjà sortir du tableau en fait. Et j'avais vu en allant au musée de la dentelle à Calais une installation qui a été faite pour l'inauguration du musée et qui était faite de fils justement qui sortaient du musée et qui allaient jusqu'au canal qui est en face du musée. Et en voyant ça, pour moi, ça a fait justement couler les fils de la dentelière et ça l'a fait déjà partir dès le départ vers un voyage. Il était clair qu'on allait sortir, qu'on n'allait pas rester dans cet intérieur. Et puis il y avait la rencontre des deux filles qui devait se passer ailleurs aussi. Donc on a un aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur. On va, on vient, on entre, on sort. Et il y a le passage entre les deux maisons, donc un voyage, oui. Et moi je le sens moins comme Géraldine. Pour moi c'était vraiment la lumière du jour qui venait et de plus en plus l'éclairage qui arrivait sur l'extérieur. Et qui donnait en même temps la révélation du secret, des origines. Donc c'est beaucoup plus, pour moi, c'était beaucoup plus progressif. Hein. Le petit passage où Johanna passe dans la rue avec, pour moi, ce passage-là, il était important, mais je l'avais traité complètement différemment au départ. J'avais fait une allusion à la dentelle beaucoup plus réaliste, on va dire, puisqu'on voyait les fils. Mais pour moi, ça a été beaucoup plus agréable d'un seul coup trouver que la trace de la brosse de pince avec du blanc pouvait donner à la fois le fil, à la fois le lait et à la fois le brouillard. Et il y a effectivement, après avoir vu ces fils blancs sortir de la dentelière, en voyant la laitière qui verse le lait, ce petit fil de lait, pour moi, est devenu le parallèle, et c'est exactement ce que tu as rendu. Et au départ, moi, je le faisais plus net, et finalement, ça a été beaucoup plus... j'ai apprécié plus mon image quand j'ai réussi à faire rentrer ces fils vraiment dans le paysage. Quand on s'appelle Vermeer, même si mer, c'est le lac en néerlandais et non pas la mer, on a la même différence en allemand avec Disé et Thea. Et c'est vrai qu'on était dans une histoire de mer, d'eau, de par ces fils de la dentelière qui partaient vers la mer à Calais et vers ce bord de mer à Delft, ce départ des bateaux vers la côte. Cette recherche d'identité de ces deux filles qui se ressemblent, mais ce mystère, on se demande. Moi, je me retrouvais face à une ressemblance que je ressentais très profondément et qu'il fallait quand même lier d'une façon ou d'une autre. Et donc, on est dans ce mystère de la naissance de ces deux filles. Donc, naissance, mère, élément eau, bien sûr, pour la mère, pour la naissance. Donc, cet élément eau est venu s'imposer très vite. Vermeer n'a fait aucun tableau de la mer. Il y a juste un tableau dans un tableau qui représente les vagues et un bateau. Et donc, j'ai évidemment, moi aussi, regardé l'œuvre de Vermeer dans tous les sens. Et quand j'ai trouvé ce tableau, voilà, c'était le tableau qui faisait peut-être le lien. En même temps, il n'était pas mis en valeur par Vermeer, ce qui fait qu'il a été déplacé sur Fabricius dans l'histoire. Donc, tout un peu une construction quand même, un scénario qui a été cette fois
pas long à faire parce que c'est très intuitif. Après, les choses se mettent en place toutes seules. Bon, le tableau, pour moi, ça a été le fil conducteur quand même. Le tableau de mer, c'est celui qui nous guide vers la vraie mer, puisqu'elles sont, c'est sous le tableau qu'elles elles ont la révélation de leur origine par la lettre du père, et c'est ce qui leur permet de sortir et d'aller vers la mer. Donc, pour moi, ça, ce tableau, il était extrêmement important, hein, c'est sûr. Je pense que Vermeer, justement, par cette façon d'entrer dans tous ces détails, ce peint absolument lumineux dans la laitière, c'est presque l'élément principal quand on regarde le tableau. La lumière tombe vraiment sur ces points de lumière. Et c'était très très fort dans l'ancien musée, le Rijksmuseum a été refait. Et je suis retournée voir la laitière dernièrement après les travaux. Pendant la période des travaux, la laitière était dans une petite pièce très sombre. Et elle était éclairée de façon à centrer toute la luminosité sur le tableau uniquement déjà, et sur ces points de lumière, sur les pins qui étaient dans le panier. On a une luminosité extraordinaire sur cet endroit. Donc c'est-à-dire que le pain, une nourriture première, a pris son importance de par la lumière que Vermeer met sur les choses. Même chose pour les fils. On voit le travail sans savoir ce qu'elle fait. On est concentré sur ce mystère des doigts qu'est-elle en train de faire. Donc je crois que c'est cette lumière de Vermeer, c'est sa façon de montrer ces petites choses des intérieurs qui fait que les tableaux prennent vie malgré tout. Donc oui, ça a trouvé sa place comme ça en fait. Même les costumes, la même veste, justement on parlait de vêtements, la même veste se retrouve dans plusieurs tableaux, le clavecin se retrouve aussi le même clavecin dans plusieurs tableaux. Donc moi ça a été un jeu aussi de retrouver ces détails et de les réinjecter peut-être dans les décors de certaines planches, hein, puisque on les voit en intérieur quand elles sont enfants, par exemple. Bon, je me suis permise d'aller chercher finalement des détails d'autres tableaux. On est dans les Flandres et c'était important pour moi de glisser ces mots de la langue du pays, tout au moins actuellement. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait une différence entre le français qui était parlé par les milieux aisés et le néerlandais qui était la langue du peuple. Et oui, et puis j'aime bien ces petits rapprochements comme ça des deux cultures, des deux pays, et aussi des deux langues quand on est près de la frontière belge où les deux langues opposées jouent un rôle aussi grand. Donc c'était important. Là aussi, c'est comme la différence des milieux sociaux. On est au-delà des différences. J'ai beaucoup pensé à Eugène Boudin aussi, avec ses ciels et ses plages. Donc pour moi, c'était important de donner cette notion d'espace illimité des plages du Nord, hein, que j'ai quand même pas mal visité. J'ai pas mal été dans le Nord, marché sur les plages. Donc j'avais vraiment envie de ressentir cet espace de liberté après la révélation de leurs secrets. Mon travail d'illustratrice n'est pas forcément dans le détail. J'aime beaucoup quelques détails, mais je ne suis pas, je ne fais pas partie des illustrateurs qui donnent des milliers de petits détails. Moi, c'est vrai que je suis dans des détails de lumière. Ça m'a beaucoup intéressé chez Vermeer, d'aller chercher, par exemple, des petits boutons, des petites agrafes, les plis. Pour moi, c'était important, mais plus que dans les natures mortes avec les fruits, la lumière sur un pichet, pour moi ça c'est juste. Mais je suis pas trop dans le détail et je trouve que Vermeer a quand même des cadres très épurés.
J'ai une gamme extrêmement restreinte, ça paraît étrange. Elle s'est étoffée avec les mélanges. Hein. Et ces mélanges-là m'ont amené vers une gamme différente. C'est vrai, quand je disais que l'explosion de la poudrière m'avait amené vers les jaunes, donc c'est pas seulement le sable, pour moi c'est pas le mélange avec le bleu et le jaune, c'est aussi tous les ocres, tous les bruns qui sont, et puis le brun des maisons, les toitures, voilà. C'est vrai que les émotions des personnages sont pour moi plus importantes que la morale de l'histoire. Là, j'ai vraiment essayé de mettre des émotions dans les personnages, ce qui n'est pas toujours évident parce que je trouve que chez Vermeer, les émotions ne transparaissent pas toujours. Tout à fait. On est toujours à cheval entre deux mondes, hein, pour chaque livre Pont des Arts, entre la contrainte et la liberté, justement, c'est un grand sujet. Pour Vermeer, pour les prénoms, je voulais qu'il y ait un parallèle entre les deux prénoms, donc qu'ils se ressemblent, qu'il y ait des consonances voisines. J'ai repris la liste de tous les enfants de Vermeer, il y en avait une dizaine, une flopée, voilà. Les enfants de Rembrandt, j'ai cherché plein d'autres noms de l'époque. Johanna faisait partie des classiques, on va dire. Johan en néerlandais, en allemand, en français, c'était un prénom aussi assez international, universel. Et dans Johanna, on avait déjà un deuxième prénom, ce qui permettait de faire le parallèle. Pour moi, c'était une attirance vers la couleur. Bon, en même temps, j'avais des réserves énormes sur comment atteindre, être ailleurs, hors du monde de Vermeer, et en même temps être dans la peinture. Hein. Donc, pour moi, c'était une nécessité et une obligation de le traiter en peinture. Donc, je l'ai traité à l'acrylique, mais voilà, c'est vrai que c'est une démarche sensible. Hein. Le temps des essais a été très long, mais aussi formidable. Hein. C'est quelque chose que je trouve toujours merveilleux que d'être dans les essais, chercher des couleurs, les marier, voilà, et essayer de voir toute la gamme du livre, donc avec un nombre de couleurs restreint pour garder une unité au livre. J'ai fait énormément d'essais, hein. Je me suis replongée dedans, là, beaucoup ont été à la poubelle, mais bon, par moments, j'ai même essayé de simplifier au maximum et de faire... Mais bon, c'était trop difficile d'avoir une simplification qui soit un peu de l'ordre de marionnette. Moi, je pense qu'il me fallait quand même un côté chair des personnages. Hein. Il fallait qu'on voit leur visage, mais c'est sûr que par rapport à Vermeer, j'étais ailleurs. Je voulais quand même qu'elle soit stylisée et qu'elle soit différente. Chaque Pont des Arts est un grand amusement. Chaque Pont des Arts est, amusement et en même temps approfondissement, parce qu'on a des intuitions au départ face à un tableau. On a envie d'entrer, de trouver un secret, une action dans le tableau. Et chaque fois, ça remue aussi beaucoup de choses en nous, je crois. On le retrouve à la fin quand on essaie de redécortiquer le pourquoi du comment. Et c'est un amusement, mais c'est en même temps toute une recherche aussi historique par rapport à la dentelle, par rapport à Delft, par rapport aux peintres flamands, etc. On entre chaque fois dans un univers immense pour redistiller l'histoire. Donc c'est le résultat d'énormément d'éléments. Le jeu était aussi dans l'énigme à résoudre pour ce livre-là, pour moi. Parce qu'il fallait, c'était un peu comme une enquête, en fait. Il fallait que je trouve des éléments qui expliquent ce qui s'était passé. C'est comme si ça s'était passé réellement et qu'il fallait que j'enquête pour retrouver les lieux, les traces, un tableau caché ailleurs, etc. C'était un peu une enquête policière pour moi
de reconstituer l'élément. C'était un scénario. Et là, le scénario jeu était là aussi pour moi, hein, puisque c'est vrai que de retrouver des éléments qui n'étaient pas forcément dans l'histoire de Géraldine, mais qui nous permettaient de révéler ce secret, pour moi, c'était bien.